Anas Kazib est délégué Sudrail à Paris-Nord. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du brunch. Michel Kidor, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération européenne des voyageurs et vous êtes membre du bureau national de la FNOT, qui est la Fédération des associations d'usagers des transports. Avad Jamshidi est toujours sur ce plateau, ainsi que Dominique de Montvalon, fidèle au poste évidemment. Alors on va d'abord écouter ces différentes interventions pour faire un peu un état des lieux de l'état d'esprit à cette 6e étape donc, de la grève à la SNCF. Donc s'il faut durcir le ton d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de faire une grève reconductible tous les jours, eh bien on le fera. Il n'y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables. Je reste convaincu de toute façon qu'à un moment donné, il va falloir y aller franchement. La grève, ça n'est jamais la bonne solution. Nous parlons, mais nous ne sommes pas entendus. Ma main a toujours été tendue. Et elle est toujours très ferme. Il n'y a pas de terrain d'entente du tout. C'est bien la preuve qu'il ne veut pas négocier et qu'il ne veut pas nous entendre. Il faut là encore douter en aucune façon de la détermination du gouvernement. Elle est totale. C'est un président de la République qui parle beaucoup de dialogue social et qui ne veut pas discuter avec les syndicats. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, Anas Kazib, juste une précision pour commencer, parce que j'ai lu des informations de presse disant que chez Sud ainsi qu'à la CFDT, vous envisagiez de changer les jours de grève pour empêcher la SNCF de prévoir trop à l'avance ses plans de trafic. Alors, j'ai lu que, par exemple, la grève des 8 et 9 mai, en fait, aurait lieu le 7 et le 8. C'est vrai ou c'est pas vrai ? En tout cas, nous, pour le 7 mai, on appelle l'ensemble des cheminots à monter sur Paris pour une manifestation et faire de ce 7 mai-là une journée de grève. Après, derrière, nous, c'est pas uniquement de rajouter des journées de grève comme ça, mais c'est de durcir totalement le ton. Et durcir totalement le ton, c'est appeler à la grève reconductible, à généraliser cette grève partout à la SNCF et puis de continuer à tisser des ponts avec les différents secteurs qui sont mobilisés dans cette fameuse convergence des luttes qu'on appelle. Donc nous, on est constructeurs. En fait, ce que vous dites, c'est une grève 2 jours par semaine. En fait, c'est pas efficace parce que les Français s'adaptent, on s'arrange. Il vaut mieux faire une grève dure sur quelques jours. C'est ça en fait que vous nous, on n'est pas porteur en tout cas du calendrier de grève perlée comme certains peuvent l'appeler. Nous, on a toujours dit, c'est les cheminots tout d'abord qui décident en Assemblée Générale. Force est de constater pour l'instant, les cheminots, ils ont eu le souhait de se caler sur ces 2 jours par semaine, 2 jours sur 5. Mais les cheminots, ils commencent à voir aussi que la paralysie, elle n'est pas suffisamment intense pour pouvoir ramener un rapport de force qui soit à hauteur des enjeux. Et l'auteur des enjeux, c'est à savoir le retrait de la réforme totale. Donc on n'est pas pour négocier la régression sociale, on est pour le retrait total de cette réforme. Il va falloir y aller et chercher un second souffle en tout cas durant ce mois de mai qui commence et moi je vous l'annonce en tout cas dès le 3 mai la mobilisation va repartir à la hausse parce que les cheminots ils reviennent de vacances et puis le mois de mai va démarrer plein feu quoi. Ce que vous dites, et je pense que vous allez me dire si vous êtes d'accord également, Monsieur Kidor, c'est que vous avez employé le mot paralysie. On est tous d'accord pour dire que là, on est dans un espèce de statu quo où il ne se passe plus grand-chose, tant du côté des cheminots que du côté du gouvernement. Tout ça est bloqué et que donc il faut faire quelque chose. À un moment donné, ça, faut le dire au gouvernement. Il y a eu plus de 30 réunions organisées avec le ministère des Transports. Je ne vais même pas dire Elisabeth Borne parce que je crois qu'elle est venue 1 ou 2 fois. C'est-à-dire à quel point cette ministre-là a que faire du dialogue social avec les organisations syndicales. Elle ne venait pas à toutes les réunions. Elle ne venait quasiment à aucune réunion. Donc elle en a fait, je crois, 2 ou 3 à ma connaissance. Derrière, elle envoie un stagiaire qui vient prendre la déclaration des organisations syndicales. Et puis derrière, la réalité, c'est qu'on le voit, c'est factuel. Il n'y a rien qui a avancé dans ces discussions-là, dans cette réforme ferroviaire. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un iota qui a bougé. Donc à un moment donné, c'est pas nous qui voulons la paralysie, mais c'est le rapport Spinetta le 15 février. On est fin avril. À un moment donné, quand on fait rien bouger, c'est pas nous qui devons payer les pots cassés et être responsables. Le 7 mai, donc, les syndicats vont voir Édouard Philippe. D'ailleurs, au début, vous aviez dit on ne veut plus négocier avec Elisabeth Borne, on veut négocier directement avec Édouard Philippe. Là, vous allez le voir la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il a reculé, le gouvernement, de votre point de vue, là-dessus ? À un moment donné, ce n'est pas qu'une question de négociation. Nous, c'est négociation, mais avec la clarté, c'est celle du retrait de la réforme ferroviaire. On veut bien discuter de certaines choses, mais à un moment donné, c'est pas un préalable, en fait, à laisser de côté nos revendications, à savoir cette réforme ferroviaire qui doit être retirée. Vous dites, on revient discuter à partir du moment où vous retirez la réforme. À un moment donné, on peut pas. Le Premier ministre, il est bien gentil. Il nous dit que sa main, elle est tendue, mais sa main, elle est ferme. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est dans un état de guerre civile? On ne peut pas discuter dans ce pays-là. En fait, pourquoi? Il faut le comprendre. La réforme ferroviaire telle qu'elle est, elle est posée.
On comprend que c'est des prix qui vont être exorbitants, à l'image de ce qui se passe en Angleterre, à l'image de ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays. Oui. Donc à un moment donné, on a un réseau où il y a un certain nombre de kilomètres de lignes. Alors, on ne va pas refaire la réforme. Je voudrais juste simplement vous dites, il faut retirer d'abord la réforme. C'est pas de refaire la réforme. Je voudrais juste vous faire écouter. C'est de comprendre pourquoi on se bat. C'est de comprendre qu'à un moment donné, c'est pas juste négocier quoi que ce soit, c'est de comprendre pourquoi on veut le retrait de la réforme ferroviaire. Écoutez ce que vous répond Édouard Philippe, qui, je le rappelle, vous reçoit le 7 mai. Mais écoutez ce qu'il vous répond quand vous dites « nous, on veut un retrait de la réforme ». Le 7 mai, avec les organisations syndicales, je ne vais pas dire, bon, il y a une loi qui a été votée par 454 députés, mais on va s'asseoir dessus. Donc cette loi, elle est là, elle sera discutée au Sénat, et si le Sénat l'adopte, et si la CMP est conclusive, ce sera une loi et elle sera appliquée. C'est voté, Anas Kazib, c'est voté. Le gouvernement ne peut pas revenir en arrière en disant bon bah ok ça a été voté mais on va s'asseoir dessus comme le dit le Premier ministre. Donc on vient d'avoir la preuve par A plus B que Édouard Philippe ne prévoit de rien céder lors de cette pseudo-concertation. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui reste à négocier? Non mais à un moment donné, cette réforme ferroviaire, il est bien gentil de rappeler le nombre de votants. Moi je vais lui rappeler aussi le nombre de présents lors des débats parlementaires à l'Assemblée nationale où justement la République en marche était visiblement en grève au moment où il y avait ce qui se décidait, à savoir une des réformes les plus importantes du quinquennat Macron. Donc on les a vus, ces hémicycles où il y avait 60-70 députés, et puis ils sont revenus comme ça d'un coup de baguette magique, venir 454 votants à l'appel de leur patron pour dire on va voter quelque chose dont ils ne connaissent pas. Je vais vous prendre aussi les débats parlementaires où un certain nombre de députés ont demandé cette dette, comment elle va être reprise, en demandant l'intérêt de la dette qui est un intérêt bancaire de 1,5 milliard. Est-ce que l'intérêt bancaire va sauter ou est-ce que ce sont les contribuables dont je fais partie, dont on fait tous partie autour de cette table, qui vont continuer à engraisser des banques qui prennent 1,5 milliard quand même par an? Moi, je voudrais savoir ce qu'il reste à négocier, si tant est qu'il reste quelque chose à négocier. C'est l'œil de Dominique de Montvalon qui nous dit les syndicats se battent dans le vide. C'est un peu provocateur, mais c'est volontaire. Dominique, les syndicats se battent dans le vide. Est-ce qu'on a une idée du jour où la grève à la SNCF va prendre fin? J'imagine la réponse. Certains syndicalistes n'évoquent-ils pas aujourd'hui la menace d'un mouvement de grève qui, le cas échéant, se poursuivrait tout l'été, sauf, disent-ils, si vous venez d'ailleurs de le dire vous-même, si le gouvernement cédait, renonçait, on se demande bien pourquoi, mais enfin, après tout, à sa réforme de la SNCF. Et pourtant, il va bien falloir trouver une porte de sortie, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'y reviens, on peut citer le communiste Maurice Thorez, ça nous remet loin en arrière. Il faut, c'est vrai, dans un conflit, savoir terminer une grève. Tous les syndicats ne sont pas sur la même ligne. Certains, certes tous, je crois que tous on peut le dire, disent pas avoir été écoutés comme il le fallait, avoir même été bousculés. Mais il y a quand même sur le fond les réformistes et les autres. Alors les autres, je ne vous qualifie pas, mais vous n'êtes pas dans le camp des réformistes. On suivra donc... on suivra donc avec... Je ne sais pas si le réformisme va avec le mot syndicalisme. Après, ça et CFDT ne sont pas dans le rôle. On est dans une phase où effectivement... Le syndicalisme, il est venu aussi de la fin de la Commune de Paris. Moi, je vous propose qu'après toute cette affaire de grève SNCF, on fasse des émissions justement sur le syndicalisme en général, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Continuez. Il y a un caractère légèrement subjectif que je vais assumer. Allez-y. Donc on va suivre avec attention le 7 mai au soir les déclarations des dirigeants réformistes de l'UNSA et de la CFDT. Et la CGT et Sudrail campent, elles, sur un nom radical, d'ailleurs que vous avez exprimé avec force, c'est clair. Ces deux organisations veulent que le gouvernement abandonne purement et simplement la réforme et reparte de zéro. Je vais résumer de 3 petites phrases. 1. Macron joue très gros. 2. La CGT joue très gros. Et troisièmement, après, tout reste à faire. Il faut vraiment en finir parce que les conséquences économiques, sociales, pratiques, je dirais presque aussi psychologiques, commencent à devenir très très pesantes, même si dans votre esprit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez que c'est insuffisant, qu'il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, allez-y. Moi, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. La première chose, c'est qu'on nous dit les syndicats réformistes ceci et les syndicats réformistes cela. La réalité, c'est qu'il y a une unité syndicale. Donc on ne peut pas nous faire le jeu de la CGT, Sudrail, les anarchistes, pourquoi vous continuez la grève alors que la CFDT, etc., appelle à arrêter cette grève-là. La réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi, il faut ouvrir un peu les yeux là-dessus. La question, c'est quel sens peut avoir une grève sans fin? C'est la question de... Non, mais à un moment donné, c'est pas une grève sans fin et je pense pas que la catastrophe économique
économiques que vous êtes en train d'annoncer aujourd'hui... Je ne peux pas parler de catastrophe. Oui, non, mais à un moment donné, les coûts économiques aujourd'hui sont les coûts qu'on n'aura pas demain. Parce qu'il faut comprendre que cette réforme ferroviaire, c'est un plan social déguisé de masse. Et ce n'est pas uniquement un plan social déguisé uniquement pour les cheminots, mais c'est un plan social pour les petites villes. Parce que partout où il y a des gares, il y a de la vie, comme on dit. Et lorsqu'on fermera les gares, eh ben on fermera le bureau de poste, on fermera le bar tabac, on fermera les cabinets médicaux, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette réforme ferroviaire, on a parlé des 9000 km de ligne. Ils ont balayé ça du revers de la main, mais les 9000 km de ligne, ils sont renvoyés un financement de je ne sais quoi, à savoir les régions qui sont déjà endettées. Donc les régions, vous comprenez très bien qu'elles ne vont pas mettre de l'argent qu'elles n'ont pas sur des lignes. Et les lignes vont fermer. Est-ce que je peux vous faire écouter les usagers? Oui, mais à un moment donné, ça c'est votre vision de la démocratie. Mais moi, pour moi, la démocratie, elle est aussi dans la rue lorsqu'il y a 1 million de manifestants ou 100 000 ou 200 000. Et c'est un débat qui devient totalement politique. Et d'ailleurs, l'opposition ne s'y est pas trompée, puisque c'est devenu, bien entendu, un angle d'attaque. Écoutez. Moi, je crois qu'on ne peut pas, comme ça, prendre les Français en otage. Moi, je pense à tous les usagers qui, à travers cette grève perlée, se retrouvent en difficulté pour pouvoir aller travailler. Quand vous allez travailler tous les jours, que vous prenez le TER, que vous prenez le train, que vous avez payé un abonnement et que vous avez un jour sur deux votre train qui n'est pas là... Cette méthode très obsolète qui consiste à bloquer totalement la France et à pénaliser des millions et des millions de Français qui ne peuvent pas aller travailler, et avec souvent des répercussions très lourdes pour eux. Bon, l'opposition qui a trouvé son angle d'attaque. Ava. Bah oui, c'est facile, évidemment, pour eux. Là, il y a enfin une brèche qui s'engouffre, donc ils font sans scier, sans poser de questions. Moi, celle que je voulais vous poser, si vous m'y autorisez, c'est de savoir si vous avez eu une réflexion collectivement pour essayer de trouver d'autres moyens de mobilisation qui pénaliseraient pas les usagers, de manière à, d'une certaine manière, les ramener dans votre camp. Est-ce que c'est quelque chose, un débat qui existe chez les syndicats? Juste avant de vous répondre, parce que bon, j'ai vu un peu les images de Nadine Morano. Moi, je me rappelle d'une Nadine Morano qui disait la gare du Nord, c'est pas la gare du Nord, c'est la gare du Noir, et qui maintenant est en train de se préoccuper des usagers. Donc, à un moment donné, il ne faut pas tomber non plus dans cette récupération politique où ça les arrange bien. Et Nadine Morano, lorsqu'elle était du côté de Sarkozy, c'était pas préoccupée des usagers avec la réforme ferroviaire. La récupération politique, elle a lieu aussi à gauche. Oui, non, mais à un moment donné, c'est aussi ça. Maintenant, sur la question que vous me posez, à savoir quelle modalité on peut trouver. À un moment donné, nous, on est cheminots, notre cœur de métier, c'est la circulation ferroviaire. Donc on ne sait pas comment faire autrement pour être entendu. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on discute. Est-ce que vous vous posez la question pour trouver d'autres manières? Mais à un moment donné, est-ce qu'on se pose la question, on pose cette question-là au gouvernement de savoir de quelle manière il peut essayer de dialoguer avec nous sans devoir passer par ordonnance, sans devoir passer par le 49.3 perpétuellement. C'est-à-dire que c'est une violence gouvernementale qu'on nous impose perpétuellement. Et à un moment donné, le réformisme, ça ne marche pas. Mais simplement, quand on voit que le service public de la santé, que ça soit ce qui s'est passé à la Poste, à GDF, etc., ou ce qui se passe à la SNCF depuis les dernières réformes, ça ne marche pas. Donc moi, j'entends mon camarade usager qui représente la FNOT. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas dans l'intérêt de la FNOT de soutenir cette réforme ferroviaire parce que les usagers n'ont pas leur mot à dire dans cette réforme ferroviaire. Nous, on serait pour même une autogestion de la SNCF par les cheminots et les usagers. Parce que c'est nous qui faisons le service public ferroviaire tous les jours et c'est les usagers qui l'empruntent. Donc pourquoi les usagers n'auraient pas le droit de discuter et d'être à la décision de ce qui se fait, de comment on doit faire un maillage ferroviaire, de où on investit, de comment les prix doivent être régulés, etc. Donc moi, je pense que la FNOT, elle a plus d'intérêt d'être aux côtés des cheminots, de se batailler pour une réforme ferroviaire de haut niveau, parce qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas réformer le système. Pour l'instant, comme il est, vous êtes tous d'accord là-dessus, pour le coup. Oui, mais bon, après, on peut s'accorder à se dire, est-ce qu'on doit prendre ce qu'on nous tend ou essayer de réfléchir quand on a 6 millions d'euros, c'est le prix des petits fours qui ont été faits pour l'inauguration du TGV, lorsqu'on met 30 milliards pour le Lyon-Turin qui ne marche pas, lorsqu'on donne 75 milliards de crédit impôt compétitivité, donc 400 millions d'euros à la SNCF qui n'embauche pas et qui supprime plus d'emplois qu'elle n'embauche, on trouve l'argent à un moment donné pour le dilapider. Moi, je vais aller même plus loin, je rejoins ce qui a été dit, c'est 100% des billets de train qui doivent être remboursés. On est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on est pour un service public qui soit gratuit pour les Français. Donc à un moment donné, ce n'est pas utopique, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, le service ferroviaire, il peut être financé. Quand on trouve 6 millions d'euros pour du champagne et des petits fours, on peut les trouver pour rembourser des gens qui sont dans une galère. Et vous pourrez dire tout ça au Premier ministre donc la semaine prochaine, et en attendant donc peut-être grève le 7 mai d'après ce que vous dites. En tout cas, vous appelez à la grève et à la manif
le 7 mai, sachant que cette semaine est une semaine sociale, parce qu'il y a le 1er mai et la manif de la France Insoumise du 5 mai.